Chers amis du dessous des cartes, voici Covid-19, une leçon de géopolitique, votre nouveau rendez-vous réalisé avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, nous allons zoomer sur la Chine et sur Taïwan. Taïwan qui, au 31 mars dernier, n'avait recensé que 322 malades et 5 morts seulement, alors même que Taïwan est toute proche géographiquement de la Chine, pays avec lequel elle entretient des relations économiques et commerciales étroites. La Chine autoritaire de Xi Jinping. Vous le savez, c'est là-bas que tout a commencé, c'est là-bas que pour la première fois, on a vu des images de tout un pays confiné. Alors aujourd'hui, Xi Jinping affirme avoir maîtrisé l'épidémie, mais des doutes demeurent sur le nombre exact de victimes. Alors dans un instant, on sera en ligne avec Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On lui demandera si, selon lui, cette épidémie, elle impacte ou non les ambitions de puissance de Xi Jinping. Mais tout d'abord, on va commencer par réviser nos bases en géographie. Tout de suite, voici les deux Chines, si loin, si proches. D'un côté, la Chine populaire, seconde puissance économique mondiale, 9,6 millions de kilomètres carrés, presque 1,4 milliard d'habitants. Et de l'autre côté de ce détroit de 160 kilomètres, Taïwan, 22e puissance économique mondiale. L'île compte seulement 36 000 kilomètres carrés et 23,5 millions d'habitants. Certains des îlots taïwanais, comme Kinmen et Matsu, sont à moins de 10 kilomètres du continent. Taïwan est une île montagneuse, peuplée d'une minorité d'Austronésiens, premier peuple de l'île, et d'une majorité de Chinois Han. On voit ici en rouge les zones d'habitation. Soumise aux moussons, l'île bénéficie de 2 récoltes par an, riz, agrumes, thé. Depuis la réforme agraire des années 1950, son agriculture est résolument tournée vers l'exportation, tout comme son industrie, acier et biens de consommation bon marché dans les années 70, informatique, électronique et téléphonie aujourd'hui. L'informatique, la téléphonie, autrement dit, les nouvelles technologies. Or, c'est justement avec ces nouvelles technologies que Taïwan a réussi à maîtriser l'épidémie de coronavirus, notamment avec l'usage de ce qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire ces données de géolocalisation qui sont contenues dans les smartphones et qui lui ont permis de tracer, d'identifier après des tests les malades du coronavirus, mais aussi leur entourage, ce qui, additionné à une culture du masque et du gel hydroalcoolique, a sans doute permis de limiter le nombre de victimes. Les Taïwanais, à aucun moment, n'ont cessé d'aller à l'école ou d'aller au travail. Taïwan qui avait aussi alerté l'Organisation mondiale de la santé dès la fin décembre 2019 sur la dangerosité de ce coronavirus, et ce, alors même que Taïwan ne fait pas partie de l'OMS. D'ailleurs, elle n'a même pas été invitée à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé qui se tiendra le 17 mai prochain. Il faut sans doute, bien sûr, y voir une volonté de blocage de la Chine, de Xi Jinping, qui fait tout pour isoler au plan international Taïwan, l'île rebelle, d'autant plus rebelle qu'elle a élu récemment une nouvelle présidente pro-indépendance. En 2016, Taïwan a élu une présidente pro-indépendance, Tsai Ing-wen, du Parti démocratique progressiste. Une provocation pour Pékin, qui rompt alors toute relation politique avec cette île à ses yeux trop libre, trop démocratique, trop insolente. De fait, depuis 1971, les efforts de Pékin pour saper l'influence de l'île rebelle n'ont jamais cessé. En 1949, une majorité d'États reconnaissent encore Taïwan. En 1971, il n'était plus que 68. Et aujourd'hui, à peine 15, surtout des petits États insulaires comme Sainte-Lucie ou Tuvalu. Voilà, et après ce rappel des relations conflictuelles entre les deux Chines, entre Pékin et Taipei, nous sommes en ligne avec le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour Thomas Gomard. Bonjour Émilie Aubry. Thomas, est-ce que l'on peut déjà dire que cette gestion du Covid-19 aura nui ou n'aura pas nui à la Chine de Xi Jinping ? C'est peut-être un peu tôt pour prononcer le jugement définitif, mais ce qui est frappant, ce sont, je dirais, les errements du début, l'efficacité du milieu et l'inconnu sur la fin. Je m'explique. Les errements du début, c'est le laps de temps entre la déclaration du premier cas et l'alerte faite par les autorités chinoises à l'OMS le 31 décembre. Et donc, il y a eu là, visiblement, 5 à 6 semaines de perdu dans la gestion de la crise.
Il y a ensuite eu la période de confinement qui a abouti en 100 jours, au fond, au confinement de 3 milliards de personnes, d'abord en Chine et ensuite ailleurs. Et de ce point de vue-là, les autorités chinoises semblent avoir fait preuve d'efficacité. C'est du moins ce qu'elles expliquent Urbi et Orbi depuis lors. Et puis il y a la question de la faim, c'est-à-dire que on n'est pas du tout à l'abri de la résurgence de nouveaux foyers. Et puis surtout, on n'est pas à l'abri aussi de se rendre compte que cette crise a peut-être été beaucoup plus sévère que ce que l'on pensait en Chine à proprement parler. Donc je suspendrai mon jugement, mais ce qui est certain, c'est que cette crise permet à la Chine d'alimenter tout un dispositif diplomatique et en particulier d'alimenter toute une diplomatie sanitaire qu'elle avait patiemment construite dans le cadre notamment de son projet des routes de la soie. Alors, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler ces derniers jours, ces dernières semaines de ces dragons d'Asie du Sud-Est. On dit qu'ils se sont distingués par leur excellente gestion de la pandémie. Est-ce que ça veut dire, Thomas, qu'on est dans une époque où plus que jamais, l'Orient ringardise le vieil Occident? Alors ça fait effectivement, ça crée cet effet de contraste. Et là, je pense qu'il faut, pour répondre à votre question, essayer de voir les choses de manière peut-être avec plus de long terme, dans la mesure où très probablement l'Asie a été complètement transformée par l'impact de l'Europe au XVIIIe et au XIXe siècle, dans son organisation, dans le fait que les Européens ont été de plus en plus présents, actifs, sous différentes formes, et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des auteurs qui voient là une sorte de contre-coup, c'est-à-dire que ce serait l'Asie qui, à son tour, serait le choc exogène, au fond, subi par l'Europe. Et ça, effectivement, ça permet de répondre à votre question, je dirais, avec un horizon de temps plus large que la gestion proprement dite de la crise. Ensuite, sur cette gestion, je pense que ce qui est frappant, ce sont les moyens utilisés par ces pays, et en particulier cette notion de tracking, l'usage d'outils technologiques qui font voler en éclats la notion de privacy, de vie privée. Et ça, je pense que c'est effectivement annonciateur d'un mode de gestion qui va aller de pair avec le développement de la ville dite smart, de la smart city, où au fond la gestion des données ira bien au-delà de la simple gestion des questions de transport ou d'urbanisme, mais concernera de plus en plus directement les questions de santé publique, avec évidemment le champ ouvert de quel respect de l'individu et des libertés individuelles dans ce cadre-là. Et pour moi, c'est vraiment là que ça se joue et que la différence est probablement la plus frappante dans la gestion de la crise entre ces pays et la gestion européenne. Et donc la question, c'est est-ce que les Européens vont aller aussi dans cette direction? Puisque avec cette crise du Covid-19, une chose qui s'est passée une fois peut se reproduire évidemment ou avoir d'autres conséquences ou d'autres formes. Et c'est pour moi ça qu'il faut observer en premier lieu. Alors justement, vous citez le cas européen. Au-delà de ces questions que l'on vient d'évoquer ensemble, Asie, Europe, Amérique, en quoi le Covid-19 peut rebattre les cartes de la puissance entre ces trois pôles? Bon, d'abord, l'Union européenne en tant que telle ne se voit pas comme puissance. D'ailleurs, c'est probablement sa principale difficulté dans le contexte actuel, c'est que sa résilience, son unité, sa cohésion est directement ébranlée par la crise du Covid-19. Quant aux États-Unis, ce qui est très frappant, c'est leur absence de leadership. C'est la première fois depuis 1945 qu'on a une crise d'une telle amplitude et dans laquelle les États-Unis ne cherchent pas à proposer des solutions, à créer des coalitions, mais au contraire sont dans une situation avec l'administration Trump de repli complet sur leurs propres problèmes. Et en ce sens, effectivement, c'est un changement tout à fait majeur de pied et qui est exploité, je dirais, en termes diplomatiques, médiatiques, par la Chine, qui apparaît comme, au fond, la plus efficace à travers le discours qu'elle produit, mais là encore, attendons peut-être pour avoir un jugement définitif, la plus efficace et surtout qui utilise ça dans la promotion de son propre modèle par opposition au modèle européen et au modèle américain.
Merci beaucoup Thomas Gomard. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle destination.